Donc aujourd'hui, on va parler du livre C'était l'été. Donc la vie rurale traditionnelle dans la vallée du Saint-Laurent. Je vous ai fait C'était l'hiver, c'était le printemps, c'était l'automne et j'ai fini par trouver C'était l'été. Donc vraiment excellent. C'est par Jean Provencher, donc c'est un historien. Ces livres-là, je trouve que pour les Québécois, c'est vraiment les livres à lire lorsqu'on s'intéresse à l'autosuffisance, au homestead, parce que c'est organisé selon les saisons. C'est vraiment la vie rurale traditionnelle dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, on retrace l'histoire des colons. C'est vraiment de 1600 jusqu'à 1800 ou même début 1900, la façon dont ils se nourrissent, comment ils travaillent le sol, avec des belles images. Vraiment, je trouve que ces livres-là sont super intéressants. On peut le trouver également en un seul livre qui regroupe toutes les saisons. À voir. Ça se trouve quand même assez bien, ça dépend, mais dans l'usager, parce que c'est quand même des éditions qui datent, hein. Donc ça se trouve dans l'usager quand même assez bien. J'ai noté plein de choses, évidemment. Fait qu'on va regarder ça un peu. Donc, c'était l'été. Je vais juste... on va faire un petit parcours de la table des matières parce que c'est différent d'un livre d'une saison à l'autre. Donc, les menus travaux, la vie quotidienne, la vie de colon, les récoltes, l'aviculture, la pêche et la chasse et la pêche, les fêtes, le dimanche. Donc, situation des engagés, page 20-23. Malheureusement, aucune donnée sérieuse pour la première moitié du siècle, donc au 19e siècle. Mais au grand recensement de 1851, on compte pour 30% de toute la main-d'œuvre québécoise. À la campagne, presque autant d'hommes, 63 000 et des poussières, se disent engagés qu'agriculteurs. Agriculteurs, 78 000. Pourtant, on observe un mutisme relatif à leur sujet. Le silence vient sans doute du fait qu'il s'agit ici d'un prolétariat rural qui est inorganisé, qui est très diversifié, donc c'est évidemment super dur de faire du recensement. Mais bref, on constate quand même qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui travaillent en agriculture, puis c'est aussi la critique qu'on fait actuellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre avec des sociétés comme elles sont actuellement construites, puis produire à échelle humaine la nourriture pour tout le beau monde qui ne veulent pas la produire ou y participer. Page 26, la réparation des clôtures. Ça, je trouvais ça spécial. Je sais pas si on va bien le voir, mais il faisait comme un petit triangle autour de la tête en bois. Autour des boutons, ça devait être pas particulièrement confortable pour le mouton, mais c'était une façon de simplifier la construction des clôtures parce que le mouton était comme bloqué. Donc, on pouvait espacer les clôtures. Donc, les clôtures sont démesurément longues et nombreuses, des clôtures de ligne, de package. Il y avait vraiment un très gros travail de clôture à faire. C'est ça qu'ils disent. Quand les clôtures ne suffisaient pas à retenir le troupeau, on passe un joug de bois au cou des têtes. Donc, c'est ça ici, le fameux joug de bois qui permet de retenir davantage le mouton. Pas super comme méthode, mais bon, on est dans une autre mentalité, puis on est plus dans une optique de survie aussi. Dans une optique de survie, puis de sauvegarde de temps, c'est sûr que c'est une bonne idée à garder en tête. 51, le repas quotidien. Ça nous met vraiment en perspective, hein, parce que beaucoup de gens, en fait, ont idéalisé le passé, puis ça fait en sorte que ça nous le remet en plein visage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, ils mangeaient bien, il y avait une alimentation diversifiée, ils produisaient leur nourriture. » Non, 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 non. Oui, ils produisaient une partie de leur nourriture, mais la pauvreté du régime alimentaire, elle était là aussi, là. Donc, le matin, pour déjeuner, on mange des crêpes faites de farine, d'œufs, de lait, de graisse de porc, saupoudrées de sucre du pays ou de mélasse. Souvent, la ménagère propose aussi du lard salé, servi avec des pommes de terre et de la sauce blanche. Un lait épaissi de farine dans lequel elle fait chauffer un oignon.
Le repas du midi et du soir s'ouvre invariablement avec une soupe, le plus souvent au pois. Ça, on l'avait déjà dit dans un autre des livres. Le pois est vraiment l'aliment, la légumineuse par excellence du Canadien français. Euh, la coutume de la soupe est française. Ici, dans les villes, au contact des anglophones, on la remplace parfois par un verre de bière. On s'entend que c'est quand même mieux une soupe qu'un verre de bière en termes de nutriments, mais bon. À la campagne, on continue de s'y tenir. Le dîner se compose de plus en plus de grillades de lard salé encore. Donc le cochon, hein, invariable dans la culture et la subsistance des Canadiens français, agrémenté encore une fois de pommes de terre. Donc là, on a farine, lait, du cochon avec du lard, on a des pommes de terre, des pois. Pour souper, la mère réchauffe les restes du dîner. Selon la saison, on mange aussi, bien évidemment, là, en été, des radis, de la laitue, des haricots, des raves, du concombre ou du maïs. Pour dessert, ça va être des fraises, des framboises, des bleuets, évidemment en été, hein, parce qu'ils ne congenaient pas. Ils ne faisaient pas déshydrater non plus. Donc, on est vraiment une alimentation saisonnière. Là. L'hiver, ça devait être beaucoup plus difficile que nos hivers actuels, en plus, d'un point de vue climatique, mais aussi régime alimentaire. De la gelée de mûre, plus simplement du caillé. Donc, c'est en quelque sorte un yaourt ou du pain saupoudré de sucre d'érable. Et ça aussi, ça revient. Le pain de sucre, évidemment, on en a parlé donc je pense, c'est dans le printemps. Oui, ça doit être dans le printemps. Euh, le vendredi à l'église, comme on défend la consommation de viande, ben on se rabat évidemment sur le poisson. Fait que bref, on a vraiment quand même un régime alimentaire assez simple. Et ça, c'est important de le dire parce que ben il y a beaucoup de gens qui se font des idées. Là, c'est vraiment c'est une construction, soit qui s'est faite avec euh, du télévisuel ou juste une idéalisation. Le retour à l'ancien, de les ancêtres, de telle façon c'était mieux. Je pense que si chacun d'entre nous mangeait ce qu'il mangeait en une année, on serait vite écœuré. On n'aurait pas le goût, je pense, de faire de l'autosuffisance parce que c'est pas le même type d'alimentation. Fait que je trouve ça vraiment important de marteler ce point-là. Il y avait une très grande pauvreté du régime alimentaire. Dans, on va y aller, dans la région de Gaspé, des bourgs complets vivaient toute l'année de patates et de morues. Tu manges des patates puis de la morue le matin, le midi puis le soir. Parce que c'est évidemment des endroits où c'était beaucoup plus pauvre en termes de terre et l'accès à la morue ben, était très grand. Fait que ça remet en perspective quand même beaucoup. Puis ben c'est ça. C'est vraiment important de le dire, je trouve. 52, je trouvais ça super pertinent de le mentionner. Autosuffisance avec du lait et du beurre. On note également l'absence quasi complète de beurre et de fromage durant l'été. Cela tient aux difficultés de conservation. Donc, il essayait de ne pas produire ça parce que il n'y avait pas les techniques pour la conservation. Tu sais, les techniques de conservation à cette époque-là, c'était d'aller ramasser de la glace sur le fleuve Saint-Laurent en hiver et la mettre dans un genre de gros tas de sciure de bois. Fait que là, la sciure de bois, ça se faisait pas assez mécanique. Bref, ça devait être quand même être toute une aventure. Et donc, ces produits-là étaient évidemment réservés aux plus riches qui arrivaient à maîtriser ou à payer en fait des gens qui allaient faire le sale travail pour la conservation, pour pouvoir permettre une conservation. Page 55, ben, on apprend que évidemment il y avait beaucoup de morts d'enfants, surtout en plein cœur de juillet, emportés par la gastro-entérite, la diarrhée verte.
Donc, aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est que ça serait dû probablement au brusque changement de température, l'absorption de fruits verts, d'eau évidemment impure, parce que ben, les pluies, les sédiments, bref, en été, l'eau est potentiellement plus impure qu'en hiver, euh, plus contaminée. Donc, puis développement, bon, ouais, sous-alimentation chronique, bref, beaucoup de morts. J'ai été quand même surpris de voir que c'était en plein milieu de l'été. Page 56, la mortalité infantile. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais la Nouvelle-France était au sommet, du loin dans le palmarès, on était dans les meilleurs pour ce qui est de la mortalité infantile. Pour toutes sortes de raisons, climatiques, sous-alimentation, euh, allons-y, mais aussi il y a une partie qui était une certaine fatalité, un fatalisme. Il en meurt bon an, mal an, plus d'enfants que d'adultes, évidemment. À Saint-Antoine de Tilly, de 1802 à 1863, on compte 2700 sépultures d'enfants pour 1500 adultes. À Québec, entre 1814 et 1819, 2116 enfants meurent, tandis qu'il n'y a que 970 adultes qui meurent. Donc, vraiment, et ce qui est particulier, ben, c'est la relation à la mort. Donc, c'était vraiment tellement banalisé, une certaine forme de fatalité, que les gens ne prêtaient pratiquement pas d'attention, il n'y avait pratiquement pas de rituel à ce niveau-là. Donc, la mort d'un enfant apparaît comme un fait d'autant moins grave qu'il est familier. À cette occasion, les rites funéraires sont réduits à leur plus simple expression. Donc, on ne sonne pas le glas pour souligner le décès d'un enfant de moins de 7 ans. Donc, il sonne pas les cloches. Fuck off, le petit gars, il était pas rendu à 7 ans, ou la petite fille. Et on ne lui aménage pas de chambre mortuaire. Au lieu de 3 jours d'exposition, ça ne dure que quelques heures. L'exposition du corps, ouais, c'est ça. La mort d'un enfant de moins d'un an passe presque inaperçue. Personne ne porte le deuil, même pas le père, qui voit parfois seul, avec le cercueil sous la hanche, le faire enterrer après la cérémonie dite des anges. Donc on voit que c'était tellement commun, tellement banalisé. C'est évidemment, on trouve ça actuellement, soit on en rit parce que c'est totalement absurde, soit on trouve ça horrible. Et aujourd'hui, il n'y a rien de pire en fait que la mort d'un enfant. Puis à ce moment-là, ben, c'est anodin. Tout simplement, c'est vraiment le mot. C'en est quasiment anodin, anecdotique si on veut. Parce qu'il y en avait tellement. Donc aussi, pour se protéger des feux de forêt, ils vont évidemment raser toute la forêt autour des maisons, puisque ben, les feux de forêt n'étaient pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent, du moins on tente, et on réussit quand même assez bien à les contrôler. À cette époque-là, il n'y avait pas de Canadair, il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait juste rien. Donc si un feu de forêt se déclarait, ben, ça pouvait devenir une catastrophe monumentale. Mais on raconte aussi que certains colons utilisaient le feu pour évidemment faire de la déforestation, si on veut. Et ben, on nous raconte aussi que ben, certaines personnes ont utilisé cette méthode-là, puis ça finit par faire brûler tout le village. Ils devaient plus être trop appréciés dans leur village après. Sinon, on va parler un peu de la construction de la maison, donc qu'ils appelaient une cabane, parce que évidemment c'était une cabane. Euh, on va y aller. Elles étaient toutes assez petites, faites d'un seul compartiment. La porte était faite en madrier ou en planche, avait pour serrure une planchette de bois qu'on pouvait mouvoir à volonté. Donc, il n'y avait pas de caméra ni de système de surveillance à ce moment-là. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à voler non plus. Les pentures étaient des morceaux de bois troués.
qu'on ajustait sur des nœuds d'épinettes ou de pruches en guise de gonds. On voyait aussi des pentures faites avec des lanières de vieux cuir ou d'écorce d'orme. C'est tout qu'une maison, ça. Hein? Tu te dis, fuck off, man. Comment il va faire pour passer l'hiver? Ils ont réussi parce que ben, je suis là. Puis, vous aussi, pour ceux qui sont québécois. Euh, les planchers étaient faits de morceaux de bois fendus à la hache. Les cavités entre les pièces des murs étaient remplies avec de la glaise. Le poêle en usage était un poêle français à un seul pont surmonté d'un tuyau. À défaut de poêle, en attendant, on confectionnait des cheminées avec de la terre. Un gros feu allumé dans ces cheminées donnait chaleur et clarté. Cette cabane, on la retrouve partout dans les territoires de la colonisation jusqu'à la fin du début du régime français jusqu'au 20e siècle. Toutes que des maisons. On peut vivre avec peu, mais ça veut pas dire qu'on vit longtemps. 92, on va aller à un moteur économique assez important dont je ne connaissais pas, celui du commerce de la potasse. Donc, un premier colon en 1770 d'origine anglaise a expédié en Europe 50 tonneaux de potasse fabriqués avec des cendres d'érable, de hêtre et de bouleau. Donc, la potasse, on va juste regarder un peu l'encadré pour dire c'est quoi. C'est un alcali à consistance de sel caustique très soluble dans l'eau qu'on retrouve dans les cendres de la plupart des végétaux, mais toutes n'en contiennent pas à quantité égale. Donc, en 1828, on connaît 5 espèces de potasse en Occident, celles d'Amérique, de Russie, d'Andigue, je ne sais pas c'est où, de Trèves et de Vosges. On utilise la potasse pour le blanchiment des fibres, mais aussi pour la fabrication du bleu de Russie dans l'industrie du verre et en teinturerie. Donc, bref, la potasse, c'est quelque chose de, à ce moment-là, vraiment important en termes économiques. Les colons vont essayer d'en faire leur gagne-pain. Donc, l'Angleterre produit à elle seule la moitié de tous les tissus et de coton vendus dans le monde, ce qui fait en sorte que le besoin de potasse était très grand. Et comme à ce moment-là, les Canadiens français sont sous le régime anglais, évidemment, on va commercialiser beaucoup avec l'Angleterre. Donc, la production de potasse devient très intéressante. Donc, le Canada va exporter 8000 tonnes de potasse en Angleterre, soit les 3/4 de la consommation anglaise. Puis, cette quantité-là va atteindre un chiffre record de 12 000 tonnes exportées. Donc, 12 000 tonnes exportées de potasse faites un peu à la main, si on veut. Et à un moment, tout ça, il va raconter que c'était tout transporté parfois à main, donc avec des tonneaux, avec les chevaux. Super intéressant, cet aspect-là économique. Puis à la fin, ça ne vaudra plus rien. Et évidemment, il y en a qui sont comme pris avec ça. 104, on a le travail avec la faux, donc au champ. Donc, si on se lève tôt, c'est pour profiter de la fraîche. Le travail avant le fort soleil est autant sauvé pour la suite du jour, sans compter qu'on fauche avec plus de perfection et moins de fatigue lorsque les herbes sont encore couvertes de rosée. Pour savoir s'il fera beau, le faucheur consulte sa faux. Si celle-ci est nette et luisante, la journée sera belle. Si elle est terne et que le manche glisse mal dans la main, alors gare au bouillon de grenouille. On va décrire donc qu'est-ce que ça prend pour une bonne faux, les mesures des champs, comment ils vont ramasser le foin. Vraiment un travail incroyablement dur, tout simplement, intense, entre deux soupes et du lardon salé. Donc ensuite, ils vont parler de la pruche, du tannage. J'avais d'autres extraits, donc nourrir les poussins, la castration du poulet. Ça, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose que on parle pas.
et des plumes pour écrire. Donc, on va aller pour la castration du poussin, 160. Au bout de 3 à 4 mois maintenant que les plumes ont poussé, la femme choisit les plus belles poulettes pour remplacer ses vieilles poules et les coqs les plus vigoureux pour succéder à ceux qui montrent des signes de fatigue. Le surplus est vendu ou champonné. Je ne sais pas c'est quoi champonné. Alors, le champonnage ou l'art de chartrer les animaux mâles, soit pour adoucir leurs mœurs sauvages, soit pour rendre leur chair plus tendre et plus savoureuse. Donc, ça remonte à la haute antiquité. Donc, bien chaponner un coquelet est un art, ne chaponne pas qui veut. Il évite de nourrir l'animal pendant 24 heures avant l'opération afin que les intestins se vident. Il prive de liquide à 12 heures avant le travail. Ensuite, la fermière choisit un endroit bien éclairé, immobilise le poulet sur une table en lui liant les pattes et les ailes. Après avoir enlevé les plumes vis-à-vis des deux dernières côtes et humecté les voisines pour qu'elles ne nuisent pas, elle pratique une incision longue de 3 cm, ce qui découvre le péritoine, une peau mince qui tapisse la paroi intérieure de l'abdomen. Elle coupe cette membrane pour trouver enfin le testicule, organe souvent de couleur jaunâtre à la grosseur d'un haricot, placé près des reins, alors avec l'ongle de l'auriculaire qu'elle a laissé pousser à cette fin. Elle saisit le testicule en prenant bien soin de ne pas toucher l'artère qui se trouve juste derrière. Bref, elle va, la plaie est cousue, frottée d'huile et saupoudrée de cendre. On termine l'opération en coupant la crête. Et il paraît-il que ça rendrait la chair plus tendre et plus savoureuse. Et que ça, évidemment, le coq après était beaucoup plus calme. Bon, c'est quand même. Je pensais pas qu'on pratiquait ce type de chirurgie-là à cette époque. Je veux dire, il y a quand même des très gros risques de perdre l'animal. On n'est pas dans, même aujourd'hui, faire ça. Bref. Donc, une autre chose que je voulais vous parler, c'est 165, les plumes. Les plumes pour écrire. Donc, faire une plume à écrire. En fait, on va décrire 2 types de plumage. Et ce qui va en ressortir, c'est, on parle de plume d'oie. La plume d'oie maigre vaut mieux que celle des oies grasses. Des oies vivantes est préférable à celle des mortes. Voilà pourquoi il est préférable de plumer la volaille tuée tout de suite après l'opération. La plume morte se met en pelote et se garde plus vite que la plume vive. Dans le fond, ce qu'ils vont dire, c'est que le plumage vivant de l'animal pour faire des plumes pour écrire, c'est vraiment la meilleure plume qui existe. Puis, évidemment, on nous déconseillait d'acheter des plumes à l'automne parce que ça venait d'abattage. Bref, c'était l'été des livres. C'était l'été, c'était le printemps, c'était l'hiver, c'était l'automne. Vraiment, Jean Provencher, incontournable, à mon avis, pour bien comprendre ce qui s'est fait au Québec, comment ça s'est fait, dans quelles conditions ça s'est fait. Ça nous met vraiment en perspective. C'est un voyage dans le temps aussi. Excellent livre. Bonne lecture.